Nathanaël Durand gara sa élégante berline couleur obsidienne dans l'allée pavée de son domaine en périphérie de Lyon, exactement à 16h47 un après-midi brumeux de jeudi. C'était presque 2 heures plus tôt que son arrivée habituelle, une rareté pour un homme dont la vie se mesurait en résultats trimestriels et réunions du conseil. Il avait quitté le gratte-ciel du centre-ville sans un mot à son assistante, desserrant sa cravate de soie tandis qu'il traversait le pont suspendu de la Confluence. Son esprit était un essaim chaotique de contrats inachevés et d'échéances menaçantes. Son seul objectif pour la journée était de s'enfoncer dans le cuir moelleux de son canapé, de fermer les yeux face au ciel gris de la région, et d'exister dans un vide de silence jusqu'au lever du soleil le lendemain matin. La maison, un chef-d'œuvre étendu de verre et d'acier dominant le lac du Grand Large, ressemblait habituellement plus à une galerie qu'à un foyer, avec ses échos froids d'une vie passée et remplie d'un silence assez lourd pour s'y noyer. Mais à l'instant où il poussa la lourde porte d'entrée en chaîne, son plan de retraite silencieuse s'évapora comme de la fumée dans le vent. De la musique flottait dans le vestibule, s'échappant du grand salon. Ce n'était pas le son stérile et numérique d'une télévision ou d'un système haute fidélité. C'était brut, vibrant et vivant. Il entendit le bourdonnement terrestre et régulier de la voix d'une femme, ferme, sans hâte, et dotée d'une chaleur qu'il n'avait pas rencontrée depuis des années. Sous cette voix résonnait le tintement rythmique caractéristique d'une petite guitare grattée avec soin, accompagnée du pouls semblable à un battement de cœur de tambour bongo. Le rythme était légèrement décalé, un peu hésitant, mais il portait un sentiment d'intention qui rendait l'air de la maison épais d'électricité. Nathanaël posa sa mallette en cuir sur le sol de marbre avec un soin extrême, sans faire le moindre bruit, et se dirigea vers le salon avec la discrétion d'un homme craignant de briser une fragile sculpture de verre. Il s'arrêta au bord de l'embrasure, appuyant son épaule contre la cloison froide, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Rose, la femme qu'il avait engagée 3 mois plus tôt pour le ménage et la préparation de repas simples, était agenouillée sur le tapis perçant au centre de la pièce. Elle se penchait légèrement vers un petit support de microphone improvisé, son visage illuminé par la douce lueur de la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond. À sa gauche était assis Étienne, son fils de 6 ans, en tailleur sur le tapis. Il tenait une petite guitare rouge sur ses genoux, ses petits doigts pressant les cordes avec une concentration qui semblait bien trop intense pour un enfant de son âge. À sa droite se trouvait Léo, le jumeau d'Étienne, ses paumes à plat sur une paire de bongos en bois, ses yeux rivés sur le visage de Rose comme si elle était le seul point fixe dans un monde tournoyant. Nathanaël ne bougea pas. Il n'osa même pas cligner des yeux. Il resta simplement là, observateur silencieux dans sa propre maison, regardant une scène qui ressemblait à un miracle se déroulant au ralenti. Pendant 2 longues années, il avait vu ses fils se replier lentement sur eux-mêmes, devenant comme 2 petites portes se fermant peu à peu jusqu'à ce que la lumière derrière elles disparaisse presque. Ils avaient perdu leur mère Claire dans un accident qu'aucune richesse ni planification n'aurait pu empêcher, et le chagrin les avait transformés en fantômes. Il avait dépensé des milliers et des milliers d'euros chez les meilleurs psychologues pour enfants du Sud-Est, des spécialistes qui parlaient à voix basse d'élaboration émotionnelle et d'étapes de développement. Il les avait inscrits dans une académie privée prestigieuse et essayé toutes les routines suggérées, mais rien n'avait fonctionné. Et pourtant, voilà Rose, une femme à qui il avait à peine parlé, accomplissant en 3 mois plus que tous les experts en 2 ans. La vue des doigts d'Étienne sur ses cordes envoya une douleur vive et pointue dans la poitrine de Nathanaël. La dernière fois qu'il avait vu cette étincelle particulière d'engagement dans les yeux de son fils, c'était avant que le monde ne devienne gris. Il se souvenait des avertissements de leur thérapeute, le docteur Forestier, qu'il avait reçu 6 mois plus tôt dans une pièce sentant la lavande et le professionnalisme stérile. Le docteur lui avait dit clairement que les garçons montraient des signes de retrait émotionnel profond, qu'ils n'étaient pas seulement tristes, mais qu'ils se déconnectaient du monde. Forestier avait insisté sur le fait qu'ils avaient besoin de plus qu'un simple emploi du temps. Ils avaient besoin d'une présence, d'une âme pour les ancrer. Nathanaël avait promis d'être cette ancre, et il l'avait pensé de tout son être. Mais alors venait le lundi avec un investisseur, le mardi avec une fusion, et le mercredi avec une crise que seule sa signature pouvait résoudre. Les semaines de 50 ou 60 heures étaient devenues une forteresse où il se cachait. Convaincu que s'il construisait juste un peu plus haut le domaine et agrandissait un peu plus le compte bancaire, il pourrait les protéger de la douleur. Il s'était persuadé que fournir équivalait à éduquer. Mais en regardant Rose ajuster le microphone, il réalisa qu'il avait érigé un monument à sa propre culpabilité. Pendant que ses fils mouraient de faim pour quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la réunion dont il venait de sortir avait duré 4 heures et avait sécurisé un partenariat qui étendrait sa société dans 3 nouveaux territoires. Il était sorti de cette salle de conseil en se sentant conquérant. Mais debout dans son couloir, il se sentait comme un mendiant. Il devait à ces 2 garçons une dette qu'aucun tableur ne pouvait calculer,
une dette de temps et d'attention qu'il avait payée à des étrangers au lieu des personnes portant son nom. Rose baissa la voix, ralentissant le tempo de la chanson et créant un large espace ouvert dans la mélodie. C'était une pause délibérée, une invitation pour les garçons à entrer dans l'intervalle. Étienne remplit le silence d'un accord tremblant mais résonnant, et Léo suivit d'un coup net et clair sur les bongos. Rose ne reprit pas le contrôle. Elle enveloppa sa voix autour de leurs sons, les soutenant, les laissant être les architectes du moment. La gorge de Nathanaël se serra tandis qu'il reconnaissait la grâce profonde dans ses actions. Elle ne se produisait pas pour eux. Elle les laissait diriger, leur redonnant l'agence qu'ils avaient perdue quand leur monde avait été bouleversé. Elle leur apprenait qu'ils avaient encore une voix, qu'ils pouvaient encore créer quelque chose de beau même quand tout semblait brisé. Fermez les yeux et ressentez-le simplement, murmura Rose, son regard dérivant vers Léo. Les épaules du garçon étaient remontées vers ses oreilles, une manifestation physique de l'attention qu'il portait chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être parfait, Léo. Ça doit juste être à toi. Comprends-tu la différence? Nathanaël observa les épaules de son fils descendre lentement. Le rythme des bongos changea, devenant plus léger, plus fluide et infiniment plus confiant. C'était comme si un poids physique avait été retiré de l'esprit de l'enfant. Rose sourit, pas un sourire professionnel répété, mais une expression calme et sincère de joie qui surgit quand on voit quelqu'un trouver enfin la clé d'une pièce verrouillée. À cet instant, Nathanaël réalisa que Rose n'était pas seulement une femme de ménage. Elle était une gardienne des âmes qu'il avait presque oublié comment nourrir. L'ajout au silence qui suivit la fin de la chanson n'était pas le type lourd et oppressant auquel Nathanaël était habitué. C'était un calme paisible et satisfait. Étienne jeta par hasard un regard vers le couloir et aperçut son père debout là dans son costume coûteux, tenant encore son manteau. Pendant un moment, le temps sembla se figer. Nathanaël s'attendait à ce que le garçon saute pour courir vers lui, ou peut-être à ce qu'il ait l'air coupable d'avoir fait du bruit. Mais Étienne offrit simplement un petit sourire fugace et se retourna vers sa guitare, son pouce traçant le bois de la touche. Ce manque d'urgence frappa Nathanaël plus fort qu'un cri ne l'aurait fait. C'était une admission silencieuse que sa présence n'était plus le soleil autour duquel tournait leur monde. Ils avaient trouvé une autre source de lumière, et ils s'y épanouissaient. Léo ne remarqua pas son père pendant longtemps. Il était encore perdu dans l'après-glow du rythme qu'il avait créé, les yeux mi-clos, son petit corps se balançant légèrement. Il y avait une confiance nouvelle dans sa posture, une solidité absente quand Nathanaël était parti au travail ce matin à 7 heures. Nathanaël regarda son fils avec un mélange d'immense fierté et d'une douleur vive et tranchante. Le genre de chagrin qui surgit quand on réalise avoir manqué une étape qu'on ne peut jamais rattraper. Ses enfants grandissaient, évoluaient et guérissaient de façon dont il n'avait pas été témoin. Il appuya sa mallette contre le mur, réalisant qu'entrer dans la pièce maintenant serait une intrusion. Il était un étranger à cet écosystème beau et fragile qu'ils avaient construit en son absence. Rose fit un petit ajustement au support de musique et regarda Étienne. « Tu as manqué l'accord sur le 4e temps, mon chéri, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Étienne fronça les sourcils, son petit visage plissé de réflexion. « Je croyais l'avoir bien fait, murmura-t-il. »« Presque, répondit Rose. Mais presque n'est pas la même chose que l'atteindre. Veux-tu réessayer, ou passer à autre chose ?» Étienne n'hésita pas. Il repositionna ses doigts avec une détermination féroce que Nathanaël reconnut instantanément. C'était la même obstination que Nathanaël utilisait pour conclure des affaires, le refus d'accepter moins que le meilleur. Voir ce trait reflété chez son fils, canalisé pour quelque chose d'aussi pur que la musique, amena un vrai sourire sur le visage de Nathanaël pour la première fois depuis des semaines. Étienne rejoint le segment, et cette fois l'accord sonna juste et clair. Léo donna un coup net sur le bongo en approbation, et Rose hocha la tête. « C'est ton accord, Étienne. Tu le possèdes maintenant. » Le garçon laissa échapper un rire rapide et étouffé, essayant de rester cool, mais échouant à cacher l'étincelle de triomphe dans ses yeux. Ils continuèrent à jouer pendant 15 minutes de plus, et Nathanaël resta exactement où il était, caché dans les ombres du couloir. Il regarda Rose gérer l'énergie de la pièce avec une grâce sans effort, ne poussant jamais trop fort, ne les laissant jamais abandonner. Elle construisait leur résilience brique par brique à travers la mélodie et le rythme. Quand la séance s'acheva enfin, la musique s'estompant dans les sons du soir lyonnais, le bourdonnement distant de la circulation et le doux tambourinement de la pluie contre le verre, Rose se redressa et regarda les jumeaux. « Vous avez été incroyables aujourd'hui, » dit-elle. « Vraiment incroyable. » Léo jeta les bras en l'air et poussa un cri triomphant qui résonna dans les hauts plafonds de la maison. Étienne resta silencieux, mais la façon dont il tenait sa guitare disait tout ce que Nathanaël avait besoin de savoir. L'instrument n'était pas juste un jouet. C'était un bouclier. Rose rit, un son vrai et libéré qui sembla remplir les fissures de la maison.
C'était ce rire qui donna à Nathanaël le courage de finalement entrer dans la lumière du salon. Tandis que ses chaussures en cuir claquaient sur le parquet, Rose leva les yeux, son expression passant instantanément de la joie à un masque professionnel et réservé. Elle se leva rapidement, lissant son tablier. « Bon après-midi, monsieur Durand. Je ne réalisais pas que vous rentreriez si tôt. J'espère que le bruit n'a pas été une gêne. » Nathanaël leva la main, son geste doux et apaisant. « Pas du tout, Rose. Je suis resté dans le couloir un bon moment. J'ai tout entendu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Étienne était debout, tenant sa guitare comme un trophée. « Papa, tu as vu? Tu m'as entendu jouer ?» Nathanaël s'agenouilla pour être au niveau des yeux de son fils, regardant un visage qui ressemblait enfin à celui d'un enfant. « Oui, Étienne. C'était magnifique. Où diable as-tu appris à jouer comme ça ?» Étienne pointa un petit doigt vers Rose sans une seconde d'hésitation. « Rose nous apprend tous les jours quand tu n'es pas là, » dit-il avec l'honnêteté brute et sans phare d'un enfant de 6 ans. Ces mots, « quand tu n'es pas là », frappèrent Nathanaël avec la force d'un coup physique. Il n'y avait aucune malice dans la voix du garçon, juste une simple constatation, ce qui la rendait encore plus dévastatrice. Nathanaël se leva et s'approcha de Léo, qui l'observait avec une expression plus prudente. Léo était l'observateur, celui qui mesurait l'air avant de choisir de le respirer. Nathanaël s'agenouilla près des bongos et passa sa main sur la peau tendue du tambour. « Apprends-moi comment tu fais ça, Léo, » dit-il doucement. Léo regarda son père un long moment, ses yeux scrutant le visage de Nathanaël à la recherche de quelque chose de précis. « Tu n'as jamais voulu apprendre avant, » dit le garçon calmement. Nathanaël ne broncha pas, n'offrit pas d'excuses creuses sur le fait d'être occupé ou fatigué. Il resta simplement là, ancré et présent. « Je sais que je ne l'ai pas voulu, » admit Nathanaël, « mais je veux apprendre maintenant si tu veux bien me montrer. » Léo l'étudia quelques battements de cœur de plus, le silence s'étirant entre eux comme un pont en construction. Enfin, le garçon prit la main de Nathanaël, la plaça à plat au centre du tambour et dit « Paume ouverte, papa. Si tu fermes les doigts, le son s'étouffe. Tu dois le laisser respirer. » Nathanaël suivit l'instruction, frappant le tambour. Le son était sourd et plat. Léo fronça le nez. « Pas comme ça. Regarde bien. » Pendant l'heure suivante, le PDG milliardaire de l'une des sociétés d'investissement les plus prospères du pays s'assit sur le sol de son salon, instruit par un enfant de 6 ans. Rose resta de l'autre côté de la pièce, les mains croisées sur son tablier, observant la scène avec une intensité calme et attentive. Nathanaël sentait son regard sur lui, mais il ne leva pas les yeux. Il se concentrait entièrement sur les petites mains de son fils et les leçons de rythme. Il réalisa que c'était l'heure la plus productive qu'il ait passée depuis des années. Il n'y avait aucun enjeu ici autre que le lien entre un père et ses fils. Pourtant, cela semblait plus important que n'importe quelle fusion de plusieurs millions d'euros qu'il avait supervisée. Il apprenait à écouter à nouveau, non pour des informations, mais pour l'émotion. Étienne finit par se joindre, grattant une progression simple que Rose lui avait enseignée, tandis que Léo et Nathanaël essayaient de garder le tempo. La pièce se remplit d'un bruit chaotique et beau qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. Rose intervenait occasionnellement pour corriger une posture ou un rythme, sa voix gardant toujours ce ton calme et régulier. Elle avait une façon d'offrir de l'espace pour qu'ils échouent sans les faire se sentir comme des ratés. Nathanaël l'observa attentivement, réalisant qu'elle possédait un type d'intelligence émotionnelle qu'il n'avait jamais pris la peine de cultiver. Elle voyait les garçons non comme des problèmes à résoudre, mais comme des personnes à connaître. C'était une distinction qui changeait tout. Alors que le soir s'approfondissait et que les ombres s'allongeaient sur le parquet, les garçons commencèrent enfin à fatiguer. Léo finit par appuyer sa tête contre l'épaule de Rose, ses yeux papillonnants, tandis qu'Étienne se recroquevillait de l'autre côté, sa guitare encore serrée dans ses bras. Les instruments gisaient éparpillés sur le tapis comme des jouets abandonnés, mais ils semblaient à Nathanaël plus comme des objets sacrés maintenant. Il se tenait près de la fenêtre, regardant les eaux sombres du lac, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'il avait vu. Il se tourna pour voir Rose assise sur le sol avec ses fils drapés sur elle, une image de paix et de confort maternel qu'il avait cru disparu de cette maison pour toujours. « Laisse-moi les prendre » murmura Nathanaël en avançant. « Tu devrais aller te reposer. » Rose réussit à se lever sans réveiller aucun des garçons, ses mouvements fluides et entraînés. Elle redressa son tablier et commença à rassembler ses affaires. Nathanaël l'arrêta avant qu'elle n'atteigne la porte. « Rose, » dit-il, sa voix basse et épaisse d'émotion. Elle s'arrêta et se retourna vers lui. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Depuis combien de temps sont-ils comme ça ?» Rose prit une inspiration, choisissant ses mots avec le même soin qu'elle utilisait pour enseigner une mélodie. « Depuis le 2e mois, » répondit-elle.
J'ai remarqué Étienne debout près des enceintes de la cuisine chaque fois que je mettais de la musique pendant le ménage. Il avait l'air si affamé. Elle continua, sa voix gagnant un peu de force. Je suis allé dans le placard de rangement sous l'escalier et j'ai trouvé cette petite guitare rouge enterrée sous une pile de vieilles couvertures et de poussière. Je lui ai demandé s'il voulait essayer, et il ne l'a pas lâchée pendant 2 heures. Ses doigts étaient rouges à cause des cordes, mais il ne s'est pas plaint une seule fois. Il voulait juste entendre le son. Nathanaël sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait oublié que cette guitare existait même. C'était un cadeau de la sœur de Claire des années plus tôt, quelque chose qu'ils avaient rangé et oublié dans le chaos de leur chagrin. « Et Léo ?» demanda Nathanaël. Léo a pris plus de temps, dit Rose. Il observait depuis l'embrasure pendant des semaines. Il entrait 1 minute, puis repartait. Mais un après-midi, il s'est simplement assis et a commencé à taper le rythme sur ses genoux. Je suis sorti et j'ai acheté ses bongos avec mon propre argent ce week-end-là parce que je savais qu'il avait besoin de quelque chose à frapper. Il avait besoin de libérer l'énergie. La réalisation que sa femme de ménage avait dépensé ses modestes gages pour fournir à ses enfants les outils de leur guérison frappa Nathanaël comme un coup physique. « Je te rembourserai, » dit-il rapidement, « et je doublerai ton salaire actuel à partir de maintenant. » Rose secoua doucement la tête. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, monsieur Durand. Je l'ai fait parce qu'il se noyait dans le silence et que je savais nager. » Nathanaël la regarda vraiment, la regardant pour la première fois. « Je sais que tu ne l'as pas fait pour l'argent, » dit-il, sa voix ferme. « C'est exactement pourquoi je vais te payer, mais je dois savoir, pourquoi t'es-tu impliqué? Tu aurais pu simplement faire ton travail et rentrer chez toi. La plupart des gens l'auraient fait. » Rose le regarda dans les yeux, son regard inébranlable. « Parce que j'avais un neveu, Noé, qui a traversé quelque chose de similaire après le décès de ma sœur. Il n'a pas parlé pendant 1 an. Il s'est simplement effacé jusqu'à disparaître presque. La seule chose qui l'a ramené était un vieil harmonica que mon grand-père lui avait donné. Ce n'étaient pas les médecins ni la thérapie qui l'ont sauvé. C'était la musique. C'était la capacité d'exprimer les choses trop grandes pour les mots. Quand j'ai vu Étienne et Léo, j'ai vu Noé. Je ne pouvais pas rester là à les regarder disparaître alors que je savais qu'il y avait un moyen de les atteindre. » Elle marqua une pause, son expression s'adoucissant. Ils étaient bien nourris, monsieur Durand. Ils avaient un beau toit sur la tête, mais ils mouraient de faim pour quelqu'un qui soit simplement là sans téléphone en main ni montre à regarder. Nathanaël passa un long moment à fixer ses fils endormis après le départ de Rose ce soir-là. Ces mots résonnaient dans son esprit, arrachant les justifications qu'il avait construites autour de son mode de vie. Il réalisa que pendant 2 ans il avait été un fantôme hantant sa propre maison, fournissant les nécessités physiques de la vie tout en négligeant les spirituelles. Il avait traité ses fils comme un projet à gérer plutôt qu'une relation à chérir. Il s'approcha de la fenêtre et regarda la pluie strier le verre, réfléchissant aux dizaines d'experts qu'il avait engagés. Ils avaient tous cherché une solution clinique, un diagnostic, un protocole. Aucun n'avait simplement ramassé une guitare et s'était assis sur le sol. Aucun n'avait remarqué que les garçons tapaient des rythmes sur leurs genoux. Le lendemain matin, Nathanaël fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il resta pour le petit déjeuner. Habituellement, il était parti à 6h30, laissant les garçons aux soins de la nounou ou de la femme de ménage de service. Mais aujourd'hui il s'assit à l'îlot de la cuisine, buvant un café et attendant qu'il se réveille. Quand Étienne et Léo entrèrent en trébuchant dans la cuisine, se frottant les yeux de sommeil, ils s'arrêtèrent net à sa vue. « Tu es encore là ?» demanda Léo, sa voix mêlée de confusion et d'espoir. « Je suis encore là, » dit Nathanaël en tirant les chaises pour eux, « et je ne partirai qu'après vous avoir déposé à l'école. » Les garçons se regardèrent, une communication silencieuse passant entre eux que Nathanaël ne pouvait tout à fait déchiffrer, mais l'atmosphère dans la cuisine semblait différente, plus légère. Tandis qu'ils mangeaient leurs céréales, Nathanaël leur demanda pour leur musique. Il apprit qu'Étienne aimait la façon dont la guitare faisait vibrer sa poitrine, et Léo aimait le choc des bongos parce que cela ressemblait à un battement de cœur. Il les écouta parler pendant 40 minutes, sans jamais vérifier sa montre ni jeter un œil à son téléphone. Il réalisa que dans ces 40 minutes il avait appris plus sur ses fils qu'au cours des 2 années précédentes réunies. Il vit leur humour, leurs angoisses et leur incroyable résilience. Quand Rose arriva à 8 heures, elle trouva Nathanaël débarrassant la table tandis que les garçons couraient chercher leur cartable. Elle eut l'air surprise, mais ne dit pas un mot. Elle alla simplement à l'évier et commença sa routine matinale. Nathanaël s'approcha d'elle, son expression sérieuse. « Je pensais ce que j'ai dit hier soir à propos du contrat, » lui dit-il. « Je veux changer officiellement ton rôle. Tu aideras toujours pour la maison, bien sûr, mais je veux que ton focus principal soit les garçons, la musique, les leçons, le temps.
Je m'assurerai que la compensation reflète l'importance de ce travail. Rose le regarda, ses yeux scrutant les siens. J'accepte, dit-elle simplement. Mais à une condition, monsieur Durand. Nathanaël hocha la tête, curieux. Quelle est la condition? Rose sécha ses mains sur un torchon et regarda vers le salon. Tu dois en faire partie. La musique ne va pas loin si la personne qu'ils veulent le plus entendre n'écoute pas. Ils aiment la guitare et les tambours, mais ils t'aiment plus. Ne laisse pas la musique devenir une autre chose qu'ils font pendant que tu n'es pas là. Nathanaël sentit le poids de ces mots, la vérité s'installant dans ses os. Je comprends, dit-il. Je serai là. Je promets. Il partit au travail ce jour-là avec un sentiment d'objectif qui n'avait rien à voir avec les marges bénéficiaires. Il avait un nouveau but, être un homme digne de la musique que ses fils créaient. Les semaines suivantes furent une période de transformation intense au sein du foyer Durand. Nathanaël instaura une politique stricte de départ du bureau à 17h chaque jour. Au début, ses collègues étaient perplexes. Il y avait des rumeurs de crise de santé ou de projets secrets, mais Nathanaël ignora les commérages. Il passait ses soirées sur le sol du salon, apprenant les bongos aux côtés de Léo, et regardant Étienne maîtriser de nouveaux accords. La maison commença à se remplir de sons de rire et de l'occasionnelle discordance d'une note manquée, mais même les erreurs semblaient des progrès. Il n'était plus une collection d'individus vivant sous le même toit. Il redevenait une famille. Un soir, après une séance particulièrement réussie, Nathanaël se surprit à regarder le grand piano dans le coin de la pièce. Il avait appartenu à Claire. Elle n'était pas professionnelle, mais elle jouait chaque jour, sa musique formant la toile de fond de leurs premières années ensemble. Depuis l'accident, Nathanaël avait gardé le couvercle fermé, incapable de supporter la vue des touches qu'elle ne toucherait plus jamais. Il était devenu une pierre tombale silencieuse au milieu de leur maison. Mais en regardant ses fils rire avec Rose, il réalisa qu'en fermant le piano, il avait essayé d'enfermer le souvenir de la joie de Claire avec sa propre douleur. Il avait appris à ses fils que quand quelque chose se brise, on le cache pour toujours. Ma femme jouait là-dessus, dit doucement Nathanaël, désignant le piano. Rose et les garçons se turent. Étienne s'approcha de l'instrument et passa une petite main sur le bois poli. Je me souviens, murmura le garçon. Elle jouait la chanson sur la lune. Nathanaël sentit une larme piquer au coin de son œil. Il n'avait pas réalisé qu'Étienne se souvenait si clairement. Oui, dit Nathanaël. Elle la jouait chaque soir avant que vous n'alliez au lit. Il s'approcha du piano, sa main tremblant légèrement en atteignant le couvercle. Il hésita un moment, le poids de 2 années de chagrin réprimé pesant sur lui. Puis, avec un mouvement lent et délibéré, il souleva le couvercle. Les touches étaient poussiéreuses, mais elles brillaient à la lumière de la lampe. Nathanaël s'assit sur le banc, le cuir frais sous lui. Il n'avait pas joué depuis des années, mais en plaçant ses doigts sur les touches, la mémoire musculaire revint. Il joua quelques notes hésitantes, le son résonnant dans la pièce avec une clarté hantée. Léo et Étienne se rapprochèrent, leurs visages emplis d'émerveillement. Rose resta en retrait, un doux sourire sur le visage. Nathanaël commença à jouer la chanson qu'Étienne avait mentionnée, une mélodie simple et ondulante que Claire avait aimée. Il la joua lentement, laissant les notes s'attarder dans l'air, un hommage à la femme qui n'était plus là, mais dont l'esprit était enfin réinvité dans la maison. Quand il termina, la pièce resta silencieuse longtemps. Puis Étienne grimpa sur le banc à côté de lui. « Peux-tu m'apprendre celle-là, papa » demanda-t-il. Nathanaël passa son bras autour de son fils et le serra contre lui. « J'adorerais, Étienne. Nous l'apprendrons ensemble. » À cet instant, la dernière glace qui enrobait le cœur de Nathanaël fondit enfin. Il réalisa que guérir n'était pas oublier le passé ni réparer ce qui était brisé. C'était trouver un moyen d'intégrer la perte dans une nouvelle mélodie plus complexe. C'était ouvrir les couvercles que nous fermons par peur et laisser la musique revenir, même si elle sonnait différemment qu'avant. L'après-midi suivant, Nathanaël rentra pour trouver un petit mot coloré collé sur le réfrigérateur en inox. Il était écrit dans l'impression tremblante et sincère d'un enfant de 6 ans. « Papa, aujourd'hui c'est le jour où nous jouons la nouvelle chanson. N'oublie pas !» Nathanaël décrocha le mot, son pouce traçant les lettres irrégulières. Il le plia soigneusement et le glissa dans la poche intérieure de sa veste, juste sur son cœur. Il passa le reste de l'après-midi dans son bureau à domicile, mais son esprit n'était pas sur les emails s'accumulant dans sa boîte. Il pensait à la nouvelle chanson. Il pensait à comment une femme engagée pour laver les sols avait fini par balayer les toiles d'araignée de l'âme d'une famille en deuil. À exactement 17 heures, Nathanaël ferma son ordinateur et descendit. Il trouva le trio à leur endroit habituel. Étienne accordait sa guitare avec un sérieux nouveau tandis que Léo testait la tension sur ses bongos. Rose se tenait près de la fenêtre, fredonnant un air qui semblait capter la lumière dorée du soleil couchant.
Quand ils virent Nathanaël, les garçons acclamèrent. « Tu as réussi !» cria Léo. « Je ne raterai ça pour rien au monde !» répondit Nathanaël en prenant place sur le sol. Rose lui tendit une paire de baguettes qu'elle avait achetées pour lui, reconnaissance silencieuse qu'il était maintenant un membre permanent de l'ensemble. La nouvelle chanson était une collaboration. Les garçons avaient inventé les paroles, simples et profondes comme seuls les mots d'enfant peuvent l'être. Ils chantaient d'une maison trop grande et d'un silence trop fort. Et puis ils chantaient de la musique qui avait ramené la lumière. Rose fournissait la mélodie, sa voix s'élevant au-dessus du tapotement rythmique des tambours et du grattement régulier de la guitare. Nathanaël se joignit à la percussion, ses yeux rivés sur ses fils. Il voyait comment ils s'appuyaient l'un sur l'autre, comment ils regardaient Rose pour guidance et lui pour approbation. Il réalisa que c'était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Pas la maison, pas la société, mais ce moment chaotique, imparfait et beau. Alors qu'il terminait la chanson, les garçons s'effondrèrent en un tas de rires sur le tapis. Rose commença à rassembler les instruments, mais Nathanaël l'arrêta. « Reste pour le dîner, Rose, dit-il. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. » Rose regarda les garçons, puis revint à Nathanaël. « J'aimerais bien, dit-elle doucement. » Ce dîner fut le plus bruyant et chaotique que la maison ait connu depuis des années. Il n'y eut pas de discussion d'affaires ni de notes scolaires. Ils parlèrent de musique, de la leçon d'erreur que Rose leur avait enseignée, et de ce qu'ils voulaient apprendre ensuite. Nathanaël ressentit un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas éprouvé depuis que Claire était vivante. Il réalisa qu'il avait essayé de trouver le bonheur dans les accomplissements alors qu'il l'attendait dans le simple acte de partager un repas avec les personnes qu'il aimait. La transformation du foyer Durand ne passa pas inaperçue. Quelques semaines plus tard, la belle-sœur de Nathanaël, Mélanie, passa à l'improviste. Elle était la jeune sœur de Claire et avait été une présence constante, bien que quelque peu envahissante, dans la vie des garçons depuis l'accident. C'était une femme qui croyait en la structure, la thérapie et la bonne façon de faire les choses. Quand elle entra dans le salon et vit les instruments de musique, le piano ouvert et Rose assise sur le sol avec les garçons, sa mâchoire faillit tomber. Elle tira Nathanaël à part dans la cuisine, son expression de profonde inquiétude. « Nathanaël, qu'est-ce qui se passe ici au juste ?» murmura-t-elle en désignant le salon. « Depuis quand avons-nous un cercle de tambours au milieu de la maison? Et pourquoi la femme de ménage apprend-elle la musique aux garçons? Ne devrait-il pas être avec un thérapeute agréé ou un tuteur approprié ?» Nathanaël regarda Mélanie, voyant en elle la même peur rigide qu'il avait portée pendant 2 ans. Elle essayait de protéger les garçons en les gardant dans les limites de ce qu'elle considérait normal. Il lui versa une tasse de thé et s'appuya contre le comptoir. « Les thérapeutes n'ont pas marché, Mélanie. Tu le sais aussi bien que moi. Nous avons passé 2 ans à suivre les règles, et les garçons étaient malheureux. » Il prit une gorgée de thé, son regard dérivant vers l'embrasure où il pouvait entendre le faible son d'Étienne pratiquant une gamme. Rose n'a pas suivi de manuel. Elle les a simplement remarqués. Elle a vu qu'ils se noyaient, et elle leur a donné quelque chose à quoi s'accrocher. Elle leur a donné une voix quand ils n'avaient pas les mots. Mélanie secoua la tête, son scepticisme encore évident. « Mais c'est laid, Nathanaël. C'est non conventionnel. Les gens vont parler. » Nathanaël rit, un son court et sec. « Qu'ils parlent. Pour la première fois en 2 ans, mes fils rient. Ils dorment toute la nuit. Ils sont excités par l'avenir. Si c'est non conventionnel, alors je ne veux rien avoir à faire avec la tradition. » Mélanie resta silencieuse un long moment, observant la scène dans le salon. Elle vit Léo montrer un nouveau rythme à Rose, et elle vit comment Rose écoutait, vraiment, de tout son être. Elle vit la lumière dans les yeux des garçons qui manquaient depuis si longtemps. Lentement, la tension dans les épaules de Mélanie commença à se dissiper. Elle se tourna vers Nathanaël, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je ne les ai pas vus comme ça depuis Claire. » Elle s'interrompit, incapable de terminer la phrase. « Je sais, » dit Nathanaël en posant une main sur son épaule. « Moi non plus. Viens t'asseoir avec nous. Nous travaillons sur une nouvelle chanson. » Ce soir-là, Mélanie rejoignit le cercle. Elle ne joua pas d'instrument, mais elle tapa dans les mains et chanta quand elle connaissait les paroles. C'était un petit pas, mais significatif. Le cercle de guérison s'élargissait, attirant les personnes mises à l'écart par le chagrin. Nathanaël réalisa qu'en permettant à Rose de changer sa maison, il avait créé un espace où tout le monde se sentait assez en sécurité pour être vulnérable. La musique n'était pas juste pour les garçons. Elle était pour eux tous. C'était un pont sur le gouffre de leur perte partagée, un moyen de s'atteindre à travers le silence. Alors que les semaines devenaient des mois, l'effet Rose, comme Nathanaël l'appelait en privé, continuait à onduler à travers leur vie. Les garçons étaient plus engagés à l'école,
leurs enseignants signalant une amélioration marquée dans leurs interactions sociales et leurs performances académiques. Nathanaël lui-même découvrit que son nouvel équilibre à la maison le rendait en fait plus efficace au travail. Il ne réagissait plus aux crises avec un esprit embrumé et épuisé. Il était plus concentré, plus décisif et infiniment plus empathique. Il commença à mettre en œuvre des changements dans sa société, encourageant ses employés à prioriser leur famille et offrant des horaires plus flexibles. Il réalisa qu'une vie réussie n'était pas juste le sommet de la montagne. C'était la qualité de l'ascension. La fin de l'année scolaire approchait et l'Académie des garçons annonça son spectacle de talent annuel. C'était un grand événement tenu dans un théâtre local du centre de Lyon où les élèves étaient encouragés à partager une compétence ou une passion développée. Quand le prospectus arriva dans le cartable d'Étienne, les garçons étaient extatiques. « Nous devons faire la chanson, papa !» s'exclama Léo. « Celle que nous avons écrite avec Rose. » Nathanaël regarda Rose, qui aidait Étienne avec un accord particulièrement difficile. « Qu'en penses-tu, Rose? Sont-ils prêts ?» Rose regarda les garçons, ses yeux emplis de fierté. « Ils sont prêts depuis longtemps, dit-elle. Mais ils veulent que tu en fasses partie, Nathanaël. » L'idée de se produire sur scène devant des centaines de personnes, y compris ses pairs en affaires et connaissances sociales, envoya un frisson d'anxiété à travers Nathanaël. C'était un homme qui donnait des discours principaux et dirigeait des conseils. Mais jouer des bongos dans un spectacle de talent scolaire était un type différent d'exposition. C'était une vulnérabilité dont il n'était pas sûr d'être prêt. Mais alors il regarda ses fils, leur visage brillant d'anticipation, et il sut qu'il ne pouvait pas dire non. « D'accord, dit-il, sa voix se raffermissant. Nous le ferons, mais nous avons besoin de beaucoup d'entraînement. » Le mois suivant fut un tourbillon de répétitions. Ils s'entraînaient chaque soir, raffinant les paroles et resserrant le rythme. Rose agissait comme leur directrice, son oreille fine captant chaque temps manqué et note plate. Elle les poussait juste assez pour les faire viser l'excellence, mais jamais au point de perdre la joie. Nathanaël se surprit à pratiquer ses rythmes dans sa voiture en allant au travail, ses doigts tapotant sur le volant. Il était plus nerveux pour cette performance de 3 minutes qu'il ne l'avait jamais été pour une clôture de plusieurs millions. Il réalisa que c'était parce que cela comptait plus. C'était un témoignage de leur survie. Le soir du spectacle, le théâtre était bondé. Nathanaël était assis en coulisses avec les garçons et Rose, son cœur battant contre ses côtes. Étienne faisait les 100 pas, sa petite guitare sanglée dans son dos, tandis que Léo tambourinait un rythme nerveux sur ses cuisses. Rose était assise calmement sur une chaise, sa présence une force stabilisante au milieu du chaos des coulisses. « Souvenez-vous, murmura-t-elle au garçon, ce n'est pas être parfait. C'est le sentiment. Regardez-vous simplement et jouez pour nous. Le public est juste en plus. » Nathanaël prit une profonde inspiration, réalisant que son conseil était pour lui autant que pour les enfants. Quand leur nom fut appelé, ils marchèrent sur scène. Les lumières vives étaient aveuglantes, et la mer de visages dans le public était floue. Nathanaël prit place derrière les bongos. Étienne et Léo se tinrent à leur microphone, et Rose se plaça légèrement sur le côté avec sa guitare. La salle devint silencieuse. Étienne commença la chanson, sa guitare résonnant dans le théâtre avec une force surprenante. Puis Léo se joignit, et enfin Nathanaël. Leurs voix se mêlèrent dans la chanson qu'ils avaient écrite. Une chanson sur la perte, sur se retrouver, et sur la musique qui les avait sauvés. En jouant, l'anxiété que Nathanaël avait ressentie disparut. Il n'était pas un PDG, et il n'était pas un veuf. Il était un père, et il faisait partie de quelque chose de beau. Il regarda Étienne, qui chantait les yeux fermés, le visage rayonnant. Il regarda Léo, qui frappait les bongos avec une intensité féroce et joyeuse, et il regarda Rose, dont la voix était l'encre qui les tenait tous ensemble. À cet instant, Nathanaël comprit que c'était le sommet de sa réussite. Pas les gratte-ciel ni les comptes bancaires, mais ce moment de connexion pure et non diluée. Quand ils terminèrent, le silence dans le théâtre dura un battement de cœur avant d'éclater en un rugissement assourdissant d'applaudissements. Le trajet de retour du théâtre fut rempli du bavardage excité des garçons. Ils revivaient chaque seconde de la performance, leurs voix se chevauchant dans un joyeux fouillis chaotique. Rose était assise sur le siège passager, la tête contre la fenêtre, une expression de profonde satisfaction sur le visage. Nathanaël conduisait en silence, son esprit réfléchissant au voyage qu'ils avaient fait. Il se souvenait de la maison froide et silencieuse dans laquelle il était entré des mois plus tôt, et il regardait la vie vibrante et bruyante qui remplissait maintenant sa voiture. Il réalisa que le plus grand investissement qu'il ait jamais fait n'était pas dans une action ou une entreprise. C'était dans une femme nommée Rose et une guitare rouge. Quand ils arrivèrent au domaine, les garçons bouillonnaient encore d'énergie. Ils coururent dans la maison, leur rire résonnant dans le vestibule. Rose commença à rassembler ses affaires pour rentrer,
mais Nathanaël l'arrêta une dernière fois. « Rose, je ne pense pas pouvoir jamais assez te remercier, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « Tu ne leur as pas juste enseigné la musique. Tu les as ramenés à moi. Tu m'as ramené. » Rose sourit, ses yeux reflétant la douce lueur de la lumière du porche. « Je ne l'ai pas fait seul, Nathanaël. Tu devais être prêt à écouter. Tu devais être prêt à ouvrir la porte. » Alors que Rose marchait vers sa voiture, Nathanaël se tint sur le porche et la regarda partir. Il leva les yeux vers le ciel de Lyon, les étoiles perçant à travers les nuages. Il réalisa que les leçons apprises ces derniers mois étaient bien plus précieuses que tout ce qu'il avait appris à l'école de commerce. Il avait appris que le temps est la seule monnaie qui compte vraiment et qu'une fois dépensé, il est parti pour toujours. Il avait appris que les changements les plus profonds viennent souvent des personnes les plus inattendues, et que parfois la meilleure chose à faire est de s'asseoir par terre et d'apprendre à jouer des tambours. Il rentra dans la maison, le son du rire de ses fils l'attirant vers le salon. Il les vit assis sur le tapis, déjà en train de planifier leur prochain concert. Il s'assit à côté d'eux, la guitare rouge et les bongos à portée de main. Il réalisa que la musique ne se terminerait jamais vraiment tant qu'ils seraient prêts à continuer à jouer ensemble. La maison n'était plus un musée du chagrin. C'était un atelier d'espoir. Et en ramassant les bongos, Nathanaël sut qu'ils étaient enfin vraiment chez eux. Regardant le monde à travers le prisme de 70 ans, j'en suis venu à réaliser que nous passons souvent la meilleure partie de nos vies à construire des murs que nous appelons sécurité et succès. Nous trimons dans des bureaux de haute tour, nous persuadant que chaque heure tardive et chaque dîner manqué est une brique dans les fondations du bonheur de nos enfants. Mais la vérité calme et indéniable qui ne se révèle que quand les cheveux grisonnent et que le rythme de la vie ralentit, est que les enfants ne veulent pas les briques. Ils veulent le constructeur. Ils ne veulent pas le domaine. Ils veulent la personne qui vit dedans. L'histoire de Nathanaël est celle de chacun d'entre nous qui a confondu fournir avec être présent. Nous achetons les meilleurs jouets, les meilleures écoles et les meilleurs thérapeutes, oubliant que la force de guérison la plus puissante sur cette terre est simplement une personne prête à s'asseoir sur le sol et à y rester jusqu'à ce que le silence ne fasse plus mal. À l'automne de nos vies, nous ne regardons pas en arrière en souhaitant avoir conclu une affaire de plus ou passé 10 heures de plus en salle de conseil. Nous regardons en arrière les après-midi calmes, les chansons partagées et les moments où nous avons été assez courageux pour être vulnérables. Nous nous souvenons des personnes comme Rose, ces âmes discrètes qui entrent dans nos vies sans fanfare et remarquent les choses que nous étions trop occupés pour voir. Ce sont elles qui nous rappellent que la vie n'est pas un problème à résoudre avec de l'argent ou de la logique, mais une mélodie à ressentir. Elles nous enseignent que la sagesse la plus profonde ne vient pas d'un manuel ou d'un expert, mais du simple acte honnête de prêter attention au battement de cœur de ceux qui nous entourent. Il existe un type spécifique de regret qui hante les personnes âgées, le regret du presque. J'ai presque resté pour le petit déjeuner. J'ai presque joué cette chanson. J'ai presque écouté. Mais Nathanaël a reçu un rare cadeau, la chance de transformer un presque en un toujours. Il a appris que le couvercle du piano ne devrait jamais rester fermé simplement parce que la personne qui en jouait est partie. Au contraire, nous devrions l'ouvrir plus grand, invitant de nouvelles mains à toucher les touches et de nouvelles voix à rejoindre le cœur. Nous honorons ceux que nous avons perdus non en préservant notre chagrin dans un vide stérile, mais en permettant à leur amour d'évoluer en quelque chose de nouveau et vibrant. La musique, comme la vie, nécessite les notes hautes et les basses, l'harmonie et la dissonance. C'est la volonté de jouer à travers les erreurs qui rend la symphonie finale belle. Donc, si vous vous trouvez aujourd'hui dans une maison qui semble trop silencieuse, ou si vous avez construit vos propres murs de succès au détriment de votre âme, j'espère que vous vous souviendrez de ces garçons de 6 ans et de leur guitare rouge. J'espère que vous réaliserez qu'il n'est jamais trop tard pour s'asseoir par terre. Que vous ayez 30 ou 80 ans, le travail le plus important que vous ferez jamais est le travail de connexion. Écoutez les rythmes chez les personnes que vous aimez. Remarquez quand elles tapent des genoux en silence, attendant que quelqu'un remarque qu'elles ont une chanson en elles. Et surtout, quand vous avez le choix entre un tableur et une chanson, choisissez toujours la chanson. Car à la fin, quand les lumières s'éteignent et que le rideau final commence à se fermer, ce ne sera pas la richesse qui restera avec vous. Ce sera l'écho de la musique que vous avez faite ensemble.